Mesdames, Messieurs, bonjour. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission en tête à tête. Et aujourd'hui, on va parler l'audience. Pour nous en parler, nous n'avons rien de mieux que celui qu'on a vu au cours des 20 dernières années traîner sa bosse un peu partout pour nous raconter cette réalité haïtienne à travers des histoires, à travers des contes, à travers de l'audience. On va essayer de comprendre ce que c'est, justement, puisque en mars dernier, s'était tenue à Montréal une grande rencontre entre l'audienceur. Il était au cœur de tout ça. Et c'est avec plaisir qu'on reçoit Charles Lucien. Bonjour. Bonsoir, j'ai pu dire que ton programme, ton émission, euh, utilisant l'espace Blogos, donc je sais pas si tu es à Montréal ou bien si tu es un petit peu partout dans le monde. Donc bonjour, bonsoir à tes auditeurs. Oui, dépendant de l'endroit où il ou elle se trouve. Charlot, on va discuter de la nécessité d'une telle rencontre tout à l'heure, c'est-à-dire que des amateurs, des spécialistes de l'audience se rencontrent pour en discuter, peut-être pour structurer, peut-être pour mettre en perspective quelque chose en termes d'encadrement et autre chose. Mais d'abord, euh, comment présenter Charles Lucien? L'audienceur, conteur, je sais qu'il est poète. Ça, c'est une autre histoire. Mais celui qui raconte, comment le présenter? Ouais, il y a deux niveaux là, pour cette question. D'une part, on peut dire que les spécialistes, les critiques là, peuvent faire la catégorisation basée sur leur expertise. Cependant, en ce qui me concerne, j'utilise tous les genres, dépendant du message à apporter, dépendant de l'observation que j'ai faite, dépendant du lieu où je me suis trouvé et où j'ai pu avoir l'inspiration. Mm. Donc, on va maintenant catégoriser certaines de mes pièces comme l'audience en fonction de certaines caractéristiques établies par les experts. Moi, je me considère surtout comme l'audienceur, ou bien comme conteur, comme raconteur, ou bien comme poète, dépendant du moment. Ou bien parfois dans certains de mes récits qui sont beaucoup plus longs, on va retrouver certaines caractéristiques de l'audience. Et là, j'utilise une terminologie établie par notre très cher ami, le défunt Roger Anglade. Georges, Euh, Jean pardon, c'est merci. Georges, ouais. Jean-Claude. Donc, c'est pour dire que, tout comme un écrivain qui se trouve dans la littérature peut parfois produire des romans ou bien des poèmes, Mhm. j'utilise les différentes catégories en fonction de certains besoins, en fonction de certaines réalités. Et Charlot, on va justement, pour mettre tout le monde d'accord, commencer par faire la différence. C'est quoi là l'audience? J'ai fait référence maintenant aux éditeurs, j'ai pu certainement citer ou bien Anglade, je peux certainement citer Robert Oriol, je peux citer Wilson Auxilien, bien. Donc, plusieurs critiques qui ont établi certains paramètres pour définir l'audience. Par exemple, Anglade parle de mosaïque. Notre ami Carl Dompré, qui a soutenu une thèse sur l'audience à la Sorbonne en 2018, parle de pièces courtes qui sont caractérisées par, d'une part, un sens de l'humour, qui sont basées sur l'observation du réel et qui cherchent à pointer du doigt certaines des tares de la société haïtienne, pour être plus précis, puisque nous parlons de l'audience, qui est un genre spécifique de l'oraliture haïtienne. Donc, je dirais qu'en général, l'audience en tant que telle va se caractériser par sa longueur, par son sens de l'humour, et par le fait peut-être qu'elle ne cherche pas à rentrer dans des analyses complexes de la société. Donc, si on pense à des pièces comme Isabelle Boc PHA, est-ce qu'on va appeler ça une audience, alors que c'est une pièce assez, et c'est un récit assez élaboré, comparé au Coralin du célibataire de Maurice Sixto. Mhm.
c'est assez courte, qui fait référence à ce camionneur qui retourne à la maison pour se trouver dans une situation délicate puisque sa compagnie était en train de gérer certaines affaires en dehors des normes régulières. Donc, j'établis rapidement encore une fois que pour moi, quand je pense à des pièces comme téléphone, 7 minutes, ou bien à des pièces telles que Kioma, 20 minutes, qui élabore, qui précise, qui décrit, nous parlons de deux types différents, un récit et une audience. Donc, on va me retrouver des deux côtés de la barrière, dépendant de ce que je veux penser public, dépendant du niveau de travail élaboré que je veux faire dans certaines descriptions et certaines analyses. Donc, ça veut dire que l'audience va se différencier des autres genres de contes, euh, presque essentiellement par sa longueur, la Je vais durée. vous dire, oui, on va retrouver des éléments de l'audience dans d'autres récits plus élaborés, parce que les analystes qui ont fait la genèse, qui essaient de retracer la genèse de l'audience, vont vous parler, par exemple, de Fernand Hibert, vont vous parler de Justin Tissot, on va vous parler de Zoun chez Nénen, par exemple. Maintenant là, nous parlons de textes écrits, mais qui vous présente certains moments de la vie sociale haïtienne que l'on peut retrouver ou bien sous une galerie ou bien sur la véranda quand les gens se réunissent pour faire la causerie ou bien pour faire des actes sur les autres, qui vont se retrouver parfois lors d'une veillée mortuaire où se présente soudainement un père savant ou bien des blagueurs ou bien des humoristes qui vous parlent de certains récits de la vie du défunt. Donc là, il y a des moments précis qui sont décrits à travers ou bien à partir de ces moments présentés, par exemple par Ibert ou bien par Lérisson. Maurice Sixto, maintenant, nous sortons de cette période pour arriver à la fin des années 70, où Maurice Sixto va représenter des pièces telles que Isabelle Bock, telles que Léa Cocoyer, telles que Tissin-Tamise, mais en même temps, d'autres pièces telles que Bicentenaire, telles que Le Corallin du célibataire, telles que... Donc, c'est un petit peu compliqué, et moi, en tant que personne qui produit l'audience, je ne veux pas l'analyser trop vite. Une pièce telle que Madame Jules, c'est assez long comme ça. Mhm, mhm. Mais l'aspect humoristique, Madame Emmanuel. on n'est pas présenté de l'affaire privée, mais certainement, nous Euh, sommes là, dans ici, c'est bien un dialogue. C'est long, il pourrait se catégoriser comme une audience. Mais cependant, puisqu'il y a des échanges qui se font entre les deux protagonistes, il y a nécessairement des descriptions telles que l'on retrouve dans Madame la Belle-Borg ou bien dans d'autres. Donc, c'est un genre assez fluide, dont la longueur est une caractéristique, mais n'est pas la caractéristique fondamentale et primordiale. ouais. Et là, tu abordes une question sensible en évoquant les différents aspects, par exemple, de l'œuvre du plus connu des l'audienceur. Je vais parler de Maurice Sixto, qui a quand même traversé des périodes, différentes périodes de notre histoire, mais aussi dans sa façon de raconter euh, et de présenter des tableaux extrêmement poignants qui vous attrapent parce que ça parle de notre quotidien et tu as raison, tout en essayant de faire rire. OK? Passer une réalité qui aurait difficilement réussi à nous toucher en nous faisant rire aussi, et au lieu de nous faire pleurer. Hein? Et Important ce que tu veux dire. Ouais. Je veux signaler, encore une fois, l'humour est certainement une caractéristique de l'audience. Maintenant, si vous parlez de Isabelle Borg de Tissétanise, que l'on a qualifié au Sixto de l'audience strictement nécessairement parce que les pièces telles que Tissétanise, mais même Isabelle Borg, peut vous amener à réfléchir profondément, mais peut vous amener à pleurer dans certains cas. Donc, je pense que quand il s'agit strictement de l'audience, ça ne cherche pas ce niveau de travail émotionnel qui peut provoquer des réactions de nostalgie, de tristesse ou bien même de dépression, parce que l'audience ne s'occupe pas, ne se préoccupe pas de cette démarche. Cependant, les textes, les récits narratifs beaucoup plus longs, certainement peuvent vous amener à ce niveau-là de réflexion qui peuvent amener maintenant
tristesse, pleurs, dépression, tel que je l'ai constaté pour certaines Euh, œuvres de c'est Sixto peut-être ou de pas, Martino. c'est peut-être pas l'objectif, mais ça ouvre la voie à, et c'est ce qui est intéressant aussi dans l'audience probablement, ça ouvre la voie à différents types d'émotions, parce que ça ouvre la voie à une interprétation très personnelle de ce que l'audienceur est en train de présenter, de ce que l'audienceur veut faire passer. Bon, alors, maintenant, quelle est la différence? Puisque moi, je t'ai toujours vu comme conteur, OK? Quelle est la différence fondamentale au-delà de la longueur? Et tu m'as dit, c'est plus complexe, c'est pas seulement la longueur. Est-ce que le type de sujet traité détermine également l'étiquette qu'on va mettre sur le récit? C'est-à-dire en fonction d'une satire sociale, en fonction d'un tableau autre, est-ce que ça va déterminer le type de conte, le type de l'audience que c'est? C'est là certain ici, je suis bien déterminé parce que j'ai toujours été présenté en tant que auteur pour utiliser la terminologie française dans ce cas. À travers mes comptes, surtout certains éléments de l'audience. Quand je parle de Samson Monfou sous Boudon, Mhm. il s'amusait à rallier la foule pour dire qu'il voulait constituer un gouvernement de consensus et de coalition nationale après la chute d'un président Manga, ça, je l'ai vu. Maintenant, en tant que conteur et en tant que l'audienceur, j'ai entrepris deux démarches. D'abord, d'écrire ce que j'ai observé. Parce que le public, là, aux alentours de Bourdon, bien de Rivière, s'amusait à voir le Samson qui était soi-disant fou, créer un gouvernement sur le tas. Mhm. Cependant, lorsque Samson a été assassiné par un militaire, quelque part en 1988, et que moi maintenant je prends un recul pour dire que voilà un type qu'on disait fou, qui pensait à un gouvernement de coalition nationale dans la sincérité, qui parfois s'arrangeait pour mettre de l'ordre au niveau de la circulation de Port-au-Prince, qui a été assassiné. Donc ça provoque une réflexion profonde. Madame Desbourré, l'Alfredo Moreno, ou bien défiler la folle que l'on disait folle, mais qui a eu la présence d'esprit de ramasser les restes de Dessalines, qui nous permet maintenant de pouvoir d'aller quelque part pour payer hommage à Dessalines. Maintenant, l'audience fait place à une démarche beaucoup plus profonde pour essayer de comprendre le contexte de ces soi-disant fous et ce qu'ils ont apporté ou bien dans l'histoire ou bien dans une période contemporaine. Donc, il y a toujours ce mélange des gens. C'est pourquoi moi, en tant que quelqu'un qui produit, je préfère laisser le soin aux experts, aux analystes et aux critiques de faire la détermination, de la même façon qu'on peut faire la détermination chez un Victor Hugo ou bien chez des auteurs haïtiens, entre quand ils écrivent la poésie, un récit, une nouvelle de côte, etc. Donc, ce serait le cas pour beaucoup de nos écrivains, ou bien haïtiens, ou bien en général. Donc, je laisse ça aux experts. Mais la longueur et l'humour ne sauraient être les caractéristiques principales de l'audience, et on peut retrouver des éléments communs dans les deux domaines. C'est- 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 il y a donc les chemins s'entrecroisent et c'est d'autant plus intéressant que je me suis retrouvé quand j'écoute quelqu'un comme Maurice Sixto ou que j'écoute quelqu'un comme Coralin ou bien j'écoute Charlot, je me dis c'est difficile pour moi parce que euh, on a tendance à utiliser comme étiquette. C'est difficile pour moi, dans certains cas, de les emboîter, de les mettre dans une case, de les caser quelque part. Et je crois que cette liberté de la création ne devrait pas être fonction de ces cases qu'on est en train de créer, d'autant que entre nous, et c'est pour ça j'ai tellement regretté de n'avoir pas été présent à ce sommet sur la l'audience qui s'est tenue à l'Université de Montréal, au HEC, euh, parce que pour moi, il y a un exercice qui serait un peu tiré par les cheveux.
Là, l'audience, est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle a toujours été? Et tu as évoqué des moments très particuliers, les moments où on était en train de raconter dans la cour le soir des histoires, hein, toutes sortes d'histoires qui souvent étaient inventées aussi par nos grands-parents, parce que c'est le plus âgé qui souvent racontait les histoires qui étaient liées à ce qui avait été vécu, à ce qu'il a personnellement vécu ou ce qui lui a été rapporté. Et cette mémoire collective, parce que nous sommes une société, la société haïtienne est une société orale. Donc, ce qui veut dire que les histoires passent de main en main, changent aussi en fonction des époques. Moi c'est ce que je trouve beau. Donc, l'exercice euh, de visant à différencier l'audience du conte. Je comprends, par exemple, de la blague, parce que la blague, c'est essentiellement pour faire rire, OK? Mais là, l'audience et le conte, je trouve le fil, et j'en parlerai à notre Bob Auriol, et l'audience et le conte, pour moi, le fil est très mince. Donc, j'ai pas compris pourquoi on a voulu absolument créer des cases spécifiques. Je suis d'accord avec toi parce que si le temps quelqu'un qui est dans la réaction, a certainement limiter sa possibilité de ouvrir la déconnexion entre les gens. Un exemple, on peut voir Maurice Sixto définitivement comme l'audienceur, j'utilise la terminologie française adaptée, l'audienceur ou un conteur. Il va avoir des pièces là qui sont très courtes, il va avoir également des pièces qui sont très longues et très élaborées, mais à l'intérieur desquelles on va retrouver des éléments de l'audience. Là, c'est Maurice Sixto. Mais Maurice Sixto ne peut pas être qualifié de poète. Par contre, vous commencez à analyser les œuvres un peu de Martino, vous allez retrouver des éléments de l'audience, des éléments du conte, et parfois il apporte également un poésie à l'intérieur de certains de ses récits. Donc là, je pense à une pièce telle que Flay disait, pour décrire la marche de ces jeunes écoliers qui parcourent certains chemins de la campagne au niveau de la zone nord. Donc là, il vous décrit une scène. Maintenant, là, c'est clair, euh, je peux Martino Corrales, dans l'intégration de la poésie envers certains de ces textes, c'est pas le cas pour Sixto. Maintenant, quand tu parles également d'essayer de caser les auteurs, ou bien quelqu'un qui crée à travers des espaces créés par les analystes ou bien par les critiques, ça devient également dangereux parce que vous pensez à des feux Franck Etienne, Mm. il était poète, il était dramaturge, il était également romancier. Donc, est-ce que tu vas présenter Franck Etienne comme le poète Franck Etienne, le dramaturge Franck Etienne, le romancier? Il faut en ce moment, pour lui faire justice et faire justice à ses œuvres, parler du tout. Donc, je pense que si on veut présenter Charlot, effectivement, vous allez devoir parler peut-être du conteur, du narrateur, du poète, parce que c'est la peine de mes pièces, mon Dieu. Je parle de Diogène Necmafon, le récit de ce jeune qui a été au bord de cet hôtel, au tréfonds des décombres après le tremblement de terre, littéralement prisonnier pendant 3 jours, en compagnie, c'est un garçon qui travaille dans la cour, mais en compagnie de la propriétaire de l'hôtel, et qui vont s'engager dans un dialogue, dans une découverte mutuelle de leur personnalité et de leur origine, ça, où est-ce qu'ils viennent socialement. Donc là, bien qu'il y a des éléments qui vont faire rire, parce que j'ai dû présenter le jeune garçon qui, sur la cour, était quelqu'un qui gérait ou bien qui manigançait toutes sortes de situations, et qui se retrouve maintenant dans une situation de détresse profonde avec quelqu'un origine sociale tout à fait différente. Et là, maintenant, nous rentrons dans une autre dimension. Mm. Parce que c'est une pièce d'affaires. Peut-être 35 minutes sur un CD. Et là où j'ai une autre piècette de 9 minutes, téléphone, qui parle de ce que j'ai vu, que j'ai observé, de jeunes personnes en train de gérer votre téléphone littéralement. Le téléphone payé par quelques politiciens de la droite à Port-au-Prince, un téléphone payé par un politicien, pardon, quelqu'un de la diaspora qui est de la gauche, un téléphone payé par le travail. Donc là, je joue un petit peu sur une observation pour créer une piécette, une audience littéralement, pour parler de 4 téléphones
quelqu'un qui peut gérer. Donc, tu as là deux scénarios différents où Charlot se présente en tant que l'audienceur, où Charlot se présente en tant que conteur, parce qu'il y a un récit à l'intérieur duquel vous allez retrouver des éléments de l'audience. Et une des choses a, qui retient l'attention systématiquement chez les conteurs, comme chez les audienceurs, puisque je dis toujours, mesdames et messieurs, que je suis sur le fil, où commence le conte, où s'arrête l'audience. Euh, il se trouve que dans les deux cas, les auteurs les plus connus sont motivés par ce souci constant de nous ramener à la réalité profonde de ce pays. C'est-à-dire les problèmes de couleur, par exemple, la richesse mal distribuée. Ça va être que, et chez Maurice Sixto, c'est presque euh, imbriqué à la fois l'état de la société, je parle à la fois économique, à la fois politique, à la fois... euh, c'est un exercice qu'on retrouve quasiment chez tous les conteurs, chez tous les audienceurs, pour ne pas pécher en laissant l'un ou l'autre de côté. Est-ce que c'est une marque de l'audience? C'est-à-dire parler d'une réalité sociale, parce que c'est ce qui interpelle souvent chez vous. Le membre fondamental de l'audience, ce que, pour remonter encore à du nom que j'ai cité, les hérissons, bien, c'est qu'ils observaient déjà les réalités sociales qu'ils allaient présenter dans leur publication. Mais dans le cas de Sixto, on va certainement de Martineau, bien de Coalet, ou bien de Charlot, on va retrouver les mêmes réalités. Dans le cas de Sixto, quelqu'un qui a été un guide pour les touristes et qui s'est retrouvé en train de se promener dans les rues de Port-au-Prince et de faire des observations. Ensuite, qui est allé, qui a émigré en Afrique, Congo, et qui a également évolué et vu la façon dont la diaspora évolue, que ce soit au Congo ou bien aux États-Unis. Dans le cas de Jacob Martineau, qui réclame avec fierté ses origines paysannes du côté de bien Croix des Bouquets, du côté de du côté du Croix des Bouquets, du côté du Nord, du côté de Jérémie, il a vécu des situations qui sont restées avec lui et qu'il va retransmettre. Dans mon cas précis, mon père était agronome et m'a fait promener un petit peu partout à travers le pays, de Jean-Abel, Mont-Saint-Nicolas, Saint-Marc, Yves et Torbec. Donc là, j'ai pu vivre cette dichotomie entre vivre en ville, zone urbaine, ensuite faire l'expérience du vécu des paysans. Donc là maintenant, nous avons un bagage, nous avons et à deux niveaux. L'observation, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a cette capacité ou bien réagit de la même façon à l'observation pour pouvoir maintenant produire ces créations et ces pièces qui vont interpeller le public. Donc, il y a entre le vécu en tant que tel, l'intérêt porté au social et la sensibilité de l'artiste qui vient maintenant permettre de produire une œuvre. Donc il y a cette dimension qui est fondamentale. Et effectivement, tu vas retrouver dans toutes mes pièces, que ce soit au niveau de l'audience, que ce soit au niveau camp, donc que Martino, Charlot et bon, je ne vais pas avoir le trop de Morisseau, mais Morisseau, c'est quelqu'un qui a vu mes œuvres, qui a émis les mêmes observations que tu viens d'émettre là maintenant. Ce que tu constates est réel, l'intérêt pour le social, pas simplement pour faire rire, mais pour provoquer ou bien des émotions ou bien une prise de conscience qui devrait amener au changement. Donc il y a un autre rôle d'éducateur et de changement, ou de provocateur devront maintenant assumer les auteurs, ou bien les audiences et les conteurs. Et en parlant de rire, parce que je sens chez toi ce souci euh, pour l'audienceur de ne pas aller chercher des émotions. L'objectif n'est pas ça. C'est-à-dire faire rire, faire pleurer, faire danser, chanter. Ce n'est pas l'objectif de l'audienceur, j'ai l'impression. Pourtant, je serais tenté de mettre certains humoristes aussi dans une dynamique de l'audienceur et de conteur. Je ne ferai pas de personnalité là, mais
il y en a, je pourrais citer, entre autres Gessifra, OK, qui parle de réalité aussi quotidienne, OK, mais qui va essayer de faire de l'humour, d'ironiser euh, la politique, essayer de euh, détourner l'attention, apporter, ils vont porter un message dans certains cas, mais en détournant l'attention sur le sérieux qu'on va retrouver chez un conteur, chez un audienceur, chez un Charles Lucien, chez un... Et on a l'impression que votre démarche dans certains cas, et là je parle à la fois de quelqu'un, euh, je ne ferai pas allusion à Coralien ou d'autres, puisque c'est avec toi, on sent la démarche un peu idéologique. Est-ce que je me trompe? Bon, je ne comprends pas, mais laisse-moi revenir à un exemple précis que Oui, tu as signalé. oui. Nous faisons une différence distincte et fondamentale entre un comédien qui monte sur scène Mm. pour faire rire et l'audienceur, ou bien le conteur, qui va maintenant produire un texte et travailler le texte parfois pour venir avec des tournures, avec des descriptions, de façon à placer celui qui écoute dans le moment, dans la situation ou bien dans la zone. Donc, lorsque Maurice Sixto te décrit ou bien la situation du jeune agronome, ou bien de Bossab Salon qui doit donner là euh, des directions pour que quelqu'un puisse arriver quelque part. Donc, le comédien qui cherche surtout le but ultime à faire rire ne va pas s'arrêter pour décrire wap descend pi bala, lor il po pi mango wap jouen yon machin pistache. M'a demandé le côté mon arrêté, là, du casse à droite, wap descend pi. Donc là, tu vois que Ah, l'audienceur, le alors que conteur, Bounder est à côté, hein? l'audienceur, le conteur, nous Oui. allons prendre le temps d'établir ou bien de placer, de contextualiser quelque chose, bien qu'il y ait cet aspect humoristique. Donc, je fais toujours cette distinction pour établir que le comédien ou bien le dramaturge qui est sur scène est fondamentalement différent du conteur qui utilise et son centre de l'observation et sa voix de façon à produire une audience au compte. Démarche idéologique, certainement. Ma démarche n'est pas innocente. Lorsque je prends le cas de Cyprien, ce jeune docteur qui va à la faculté de médecine et qui se fait ridiculiser par d'autres éléments qui viennent d'autres classes sociales, parce que son pantalon est trop court, ou bien parce qu'il a une façon d'acheter son pistache sucrier, et qui est très brillant à l'école. Et qui sortant là, l'expérience malheureuse de la faculté de médecine va se retrouver un jeune qui va aider les gens du quartier de William-Martin, du côté de Crissois. C'est la même démarche du côté de Maurice Sixto avec Isabelle Bock, Belacha. Donc oui, il y a une démarche idéologique du côté de ces compteurs, parce qu'après avoir observé et tenté de faire sourire un peu, fin des fins, mon Dieu, il faut quand même réaliser qu'il ne s'agit pas de faire rire le public, mais également de les porter à réfléchir. Peut-on, alors on fera la différence, le résumé de cette différence que tu as élaboré, c'est que l'humoriste, son souci premier est de faire rire. Alors que pour l'audienceur ou le conteur, le rire peut venir par accident, comme ça peut ne pas venir, mais ce n'est pas l'objectif premier, c'est parce qu'il va chercher, fondamentalement. Alors, Charlot, on va justement s'attarder un peu sur euh, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être en Haïti, que ce soit poète, que ce soit dramaturge, que ce soit conteur, l'audienceur, sans avoir un certain engagement? OK? Euh, peut-on, est-ce que Haïti ne marche pas avec l'engagement? Est-ce que parler de la réalité haïtienne n'est pas en soi une forme d'engagement? Et là, quand je dis engagement, l'idéologie n'est pas là-dedans, mais c'est la responsabilité de celui qui produit, de l'artiste qui produit par rapport à ce pays. C'est du moment où l'on produit une pièce, une histoire. C'est sur une observation que vous avez trouvé normal. J'ai conçu, j'ai inventé le terme redondance dans l'absurdité. Donc,
À partir du moment que j'observe qu'il y a des gens qui peuvent penser à qu'ils ou bien qu'elles peuvent établir une chambre climatisée de façon à faire venir des manteaux et les réfrigérer de façon à porter des manteaux en Haïti. Je parle de redondance dans l'absurdité. À partir du moment où des gens peuvent penser qu'ils doivent ou bien qu'elles doivent se promener avec quatre ou bien cinq téléphones pour bien montrer leur connexion au niveau de leur travail de la diaspora, je parle de redondance. Ou bien à partir de l'instant où les gens se font usage de certains termes en anglais ou bien en français pour se distancer de certains groupes sociaux, encore une fois, redondance. Donc l'idéologie est là en filigrane et maintenant, au public d'interpréter ou bien d'identifier les présents de l'idéologie. Et de toute façon, quand on parle d'absurdité, euh, je, Donc, on est dans la survie. je crois, c'est ça. Je crois que l'absurde fait partie de notre quotidien. Et bien avant nous, il y a des auteurs, puisque tu as parlé de littérature française, Camus joue beaucoup là-dessus, Albert Camus sur l'absurde. Mais je trouve que cette absurdité, cette redondance de l'absurdité, hein, pour répéter notre Charlot, est devenue dramatique. C'est-à-dire, on part de quelque chose qui est comme la commande qu'on fait, qu'on climatise, hein, tout le palais national, pour être plus précis, parce que j'ai vu que tu as fait attention, on climatise tout le palais national pour pouvoir porter des manteaux de fourrure dans un pays où les gens n'arrivent pas à manger. Et je suis d'accord avec toi, plus engagé que ça, tu meurs, parce que il y en a qui sont morts pour avoir justement révéler ne serait-ce qu'une pointe de l'absurdité qu'on vit au quotidien. C'est ce qu'on dit, mais oui, oui, oui. Dans ces textos. J'ai noté l'utilisation du terme idéologie, bien sûr, mais dans certains cas, euh, je suis en transit du côté de l'aéroport de Miami et je note maintenant cette personne. Je dis ni femme, ni homme, mais cette personne pour insiste pour te donner un accent français et francisé de façon à établir qu'elle ne vient pas d'Haïti, ou bien qu'elle ne fait pas partie de ce groupe d'Haïtiens qui parle un petit peu créole ou bien qui parle un petit peu trop fort. Donc là, maintenant, en tant que conteur, ça attire immédiatement mon attention et mon sens de l'observation. Tu vois la démarche du conteur? Là, maintenant, je regarde cette personne et soudainement, je note que cette personne porte des chaussures à talons. Porte a dit, c'est la tour Eiffel, on mettait tête en bas. Donc là, c'est pour établir déjà la hauteur. Oui, Donc absolument. là, le conteur s'engage dans une démarche de créativité pour concevoir des images descriptives que l'humoriste ne va pas nécessairement s'attarder à faire. Ouais. Ou bien cette personne-là qui euh, marche à l'aéroport, votre lipandier avec un bouc ceinture au sautit église, c'est-à-dire ce sont monde qui mangeait un pile de viande qui sautit église. Donc le conteur va faire appel à certaines références historique, idéologique et contextuel pour produire ces textes. Et c'est à partir de là que vous allez voir qu'il y a il y a maintenant différents acteurs qui sont intrigués et intéressés par leur production. Le linguiste va s'intéresser aux œuvres du conteur, ou bien de l'audienceur. L'anthropologue va également s'y intéresser pour comprendre pourquoi, ou bien les paysans, ou bien certaines personnes des zones urbaines agissent de façon différente, ou bien changent leur façon de s'interpeller. Le sociologue va également s'y intéresser. Les éducateurs également peuvent s'intéresser dans ces productions parce que ces productions peuvent contribuer à changer le curricula au niveau des classes secondaires ou bien universitaires, de façon à amener une prise de conscience pour ces jeunes, pour ces étudiants. Donc, démarche idéologique certainement et pour des cadres des secteurs académiques différents. Et parce qu'on va revenir avec Charlot un peu plus tard, mesdames et messieurs, en face à face, mais peut-être que plus qu'en tête à tête, en tête à plusieurs.
J'ai parlé à notre ami Frédéric Boiron, qui lui a une approche très sociologique de l'audience, du conte. Et on pourra en discuter aussi avec notre linguiste terminologue Bob Auriol pour essayer de mettre en perspective l'avenir de l'audience, c'est-à-dire cette tournure nouvelle qu'on a l'impression que l'audience est en train de prendre. Et si, pour terminer, pour conclure, Charlot, si tu devais faire une mise en perspective, euh, est-ce qu'il y a un avenir pour l'audience, au-delà de cet imaginaire collectif dont l'audience est porteuse, mais est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que tu sens qu'il y a une génération, une relève dans l'audience? Euh, Si tu utilises le terme relève, je vais, avec respect et émotion, faire référence à notre ami Anglade, parce que c'est en 2007 que je suis tombé sur un livre, L'espace d'une génération, d'Anglade, Mhm. où il mentionnait, dans le domaine de l'audience, j'ai vu se présenter une relève à partir d'un spectacle de Charles Lucien donné en 2002. Donc en 2002, Anglade avait observé une de mes prestations à Vermont et je n'ai jamais su. 5 ans plus tard, j'entends qu'il avait parlé d'une relève. Donc ça, c'est certain, puisque depuis 2001, j'ai produit 5 CD, mais il y a une dichotomie. La réception et la réceptivité qu'avait trouvé par exemple Sixto dans la fin des années 70, 80 et 90, en partie due au fait que les gens, là, ou bien c'était le goût de l'interdit, et puis permettait à une certaine radio de passer certaines pièces. Je vais dire que présentement, maintenant, au niveau des médias, radio et probablement les réseaux sociaux, on n'entend pas autant de Sixto. Par contre, j'ai retrouvé un engouement certain au niveau du secteur académique, puisque ou bien les œuvres de Sixto, ou bien de Martino, ont été présentées ou bien analysées de façon assez élaborée comme ça, dans différentes publications académiques, Journal of Asian Studies, ou bien d'autres, que j'ai vu publiées au cours de ces 20 dernières années. Donc, je crois qu'il y a l'avenir dont tu parles pour l'audience, dans la mesure où l'on va intégrer ce domaine ou bien cette oraliture au niveau de nos secteurs académiques, plus précisément classe secondaire, classe universitaire, pour devenir des références, matériels de référence, de façon à éduquer nos jeunes et à mettre en évidence les tares et les redondances dans l'absurdité que nous dénonçons qui ont causé le drame, tragédie que nous connaissons maintenant. Et à partir maintenant de ces prises de conscience qui peuvent arriver en étudiant les œuvres de ces conteurs, de ces audienceurs, je pense que il y a l'avenir de ce secteur de l'oraliture. Par contre, au niveau de la production ou bien au niveau du travail des médias haïtiens, il y a beaucoup de travail à faire de façon à ce qu'ils laisse un petit peu tomber ce que j'appelle les impolitiques et mettre en exergue et en évidence ces œuvres de nos conteurs et de nos audiences. Y aller de manière plus profonde. Charlot Lucien, ça a été un plaisir, comme toujours, d'échanger avec toi. On va revenir, comme je l'ai dit, pour essayer de voir jusqu'où la réflexion peut aller et ce qui peut sortir de toute cette réflexion que le secteur de l'audience est en train de faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlot, et à bientôt. C'est un plaisir. Merci.